Bonjour, je suis Cyril Attias, entrepreneur dans le digital depuis 1998 et fondateur d'agence-des-médias-sociaux.com. Marketing et influence est le podcast où on prend le temps d'analyser les stratégies marketing, social media et le marketing d'influence. Chaque épisode est l'occasion de rencontrer des professionnels du marketing et de l'influence. Que ce soit des directeurs marketing, directeurs généraux, créateurs de contenu ou même des followers d'influenceurs. Dans Marketing et Influence, on parlera des stratégies de marque, de la digitalisation, des nouveaux enjeux du marketing et pourquoi ou comment les influenceurs choisissent les collaborations et comment cela a changé leur vie. On ne veut pas faire l'erreur de tout mettre sur l'influence. J'ai pu voir, d'un œil plus ou moins lointain, pas mal de marques à l'arrivée de l'influence ces 2 dernières années, l'avènement de l'influence plutôt que l'arrivée, se dire on arrête tout et on met tout sur les influenceurs. Moi, c'est pas quelque chose que j'ai voulu faire. Je cherche pas des influenceurs qui sont des copies conformes du persona client American Vintage, d'autant plus que la force d'American Vintage, c'est que c'est une marque qui parle à tout le monde et qu'on peut s'approprier. Ce podcast vous est présenté par agence-des-médias-sociaux.com, l'atelier expert en social media et marketing d'influence. Aujourd'hui, on va parler de mode et d'influence avec Benjamin Terrasson, responsable RP et influence de la marque American Vintage. American Vintage, comme son nom ne l'indique pas, est une marque française créée en 2005, établie dans le sud de la France. Benjamin nous parle dans cet épisode de ses collaborations influenceurs et comment la marque a choisi ses influenceurs. Bonjour Benjamin, comment vas-tu ? Bonjour Cyril, très bien, merci et toi ? Super, je suis ravi de te recevoir. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour nos auditeurs ? Avec plaisir, merci beaucoup de m'avoir invité et de me donner l'opportunité d'échanger avec toi aujourd'hui pour le podcast. Pour la petite présentation et mon parcours, je suis responsable marketing communication aujourd'hui pour la marque de prêt-à-porter American Vintage, une marque française, comme son nom ne l'indique pas, et marseillaise. Et c'est une marque où j'ai fait l'essentiel de mon parcours parce que j'ai commencé en stage chez eux il y a quelques années maintenant, en 2014, au service e-commerce. Et de fil en aiguille, j'ai basculé au service marketing. Je me suis d'abord occupé de l'influence et des réseaux sociaux. J'ai ensuite élargi aux relations presse. Et aujourd'hui, j'encadre le pôle marketing et communication au sens large. D'accord. Est-ce que tu peux nous positionner American Vintage ? Aujourd'hui, donc tu l'as dit, c'est une marque française. Vous êtes basé dans le sud. Mais est-ce que tu peux nous positionner un peu la marque ou nous donner un peu un historique sur cette marque ? Tout à fait. Donc, c'est une marque de vêtements qui est aujourd'hui encore indépendante. C'est-à-dire que Michael Azoulay est le propriétaire fondateur de la marque et aujourd'hui toujours CEO de la marque et de la boîte et du groupe même, indépendant. Donc, il n'y a pas d'investisseurs, pas de fonds derrière. Ce qui donne un petit peu un côté ovni à cette marque parce que je pense que à ce niveau de chiffre d'affaires et de développement, on est une des rares marques aujourd'hui à être encore indépendant dans sa gestion. Donc, une gestion familiale. Et en termes de positionnement produit/prix, on est vraiment une marque en termes de produits de basique, d'intemporel. Alors, j'ai toujours un peu du mal avec ce mot basique qui peut avoir un côté négatif. C'est pas dans le sens négatif, mais c'est vraiment dans ce côté intemporel, vestiaire durable. La pièce que tu vas avoir dans ton look, dans ton uniforme et qui va pouvoir, on va dire, dépasser les années, les styles et les saisons. On n'est pas une marque de trendset qui va réagir de saison en saison au défilé, aux pièces mode qu'il faut absolument avoir cette saison-là ou cette couleur qu'il faut absolument avoir cette saison-là. Et sur le positionnement produit, alors bon, il y a toujours plein de mots pour catégoriser les marques de vêtements. On dirait une marque contemporary, on est du premium. On n'est pas du luxe, on n'est pas du haut de gamme, mais on n'est pas du fast fashion non plus. Et on essaye de pas être du fast. Donc je nous positionnerai entre des marques comme bien évidemment plus haut que du Zara, mais pas non plus un peu avant des marques comme Isabelle Marant ou même comme du SMCP Bache qui ont un positionnement prix un tout petit peu plus au-dessus que nous. D'accord. Et ça a été créé il y a combien de temps, American Vintage ? Donc ça a été créé en 2005. 2005. Donc la marque. Donc ça a pris une quinzaine d'années, quoi. Enfin un peu plus maintenant. Exactement. La société, Michael, a commencé à réfléchir sur la création d'une marque de vêtements dans les années 2000-2002. Pour être exact, le nom American Vintage est sorti en 2005. Donc c'est un petit peu la date aujourd'hui qu'on acte comme date de naissance de la marque. Donc c'est une marque qui a 17 ans, qui a commencé par la femme, qui a commencé par le t-shirt
exclusivement, donc il y avait que du t-shirt et du haut dans les premières années, et qui a commencé par le B2B, donc par le wholesale. D'accord. Le retail, aujourd'hui, on nous connaît quand même beaucoup pour le retail, parce qu'on a une 150aine de points de vente à travers le monde. Mais ça a commencé par le B2B. Et on est encore aujourd'hui 360 en revanche. On n'a pas abandonné le B2B. On a un réseau de distribution 360 avec le web, notre site web, notre réseau de boutiques, le retail et le wholesale, donc en B2B. D'accord. Ah, c'est super, ça. C'est une belle marque, en tout cas. Hommes et femmes. Tout à fait, ouais. C'est une super marque et c'est surtout une très belle histoire d'hommes et d'humains derrière. Je pense que beaucoup de gens qui sont dans cette société-là sont aussi, au-delà d'American Vintage, on va dire, une appartenance, c'est peut-être un mot un peu fort, mais un côté vraiment famille, et on est derrière Michael qui nous donne un petit peu foi en son projet. On se sent vraiment, pour avoir fait, alors je compare ça avec du stage, mais j'ai fait mon stage de fin d'études, donc avant American Vintage chez TF1, donc qui est la grosse structure, grosse société cotée en bourse, etc., qui était une superbe expérience, mais où c'est un petit peu plus déshumanisé. Là, on est vraiment un peu plus derrière un homme qui lead sa marque, Ça a ses avantages, ça a ses inconvénients. J'ai encore, moi, vraiment en tête l'annonce du confinement, le premier en 2020, où j'ai fait des premiers échanges, des premiers comex avec lui. Juste après cet échange-là, tu échanges vraiment avec quelqu'un que j'ai senti vraiment touché par ça, parce que c'est sa société, c'est lui qui paye les salaires à la fin du mois. Ah ouais, c'est un entrepreneur. C'est ça, on est 800 employés quand même aujourd'hui. 800 American Vintage. c'est beaucoup, hein, dis donc. C'est ça, 80-90 au siège, ça tourne un petit peu, et avec tout le réseau boutique, ça monte à 750-800. Donc, c'est énorme. Donc c'est par moment, c'est des passages un peu plus difficiles. Mais c'est aussi grâce à cette gestion familiale que un profil comme moi ait pu atteindre autant de responsabilités en si peu de temps. Alors du coup, c'est vrai, c'est quoi ton scope, enfin ta position aujourd'hui? Alors aujourd'hui, si je parle vraiment de la dernière position qui est du pôle marketing communication, c'est le plus récent parce que ça s'est fait début 2022, mais ça englobe le pôle social media avec un social media manager et un assistant, le pôle influence et presse avec une chargée de relations presse et d'influence et 2 assistants, et un pôle événementiel et trade marketing avec 2 personnes sur ce sujet-là. Le pôle événementiel et trade marketing, ça va être tout ce qui est les sujets d'événementiel institutionnel, nos partenariats, mais aussi l'événementiel en boutique pour nos clients, l'événementiel, les organisations de meetings. Voilà, c'est vraiment tout l'événementiel au sens large, les événements pour influenceurs aussi, et tous les sujets de trade marketing qui peuvent être développement de goodies pour les boutiques, développement de supports de communication, développement du plan aussi de communication et d'affichage. Donc tout ce sujet marketing, trade marketing, événementiel. D'accord, donc c'est assez large en même temps et puis assez spécialisé parce que c'est quand même des métiers très spécialisés aujourd'hui, très experts. Donc du coup, j'imagine que tu as bien vu arriver les réseaux sociaux et les influenceurs. Alors évidemment, vous travaillez avec les influenceurs, hein, ça, il n'y a pas de secret là-dessus. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as vu les influenceurs et ou les réseaux sociaux prendre de plus en plus d'importance dans une structure comme la tienne, American Vintage? Comment tu as vu un peu cette évolution en interne et comment tu la vis aujourd'hui? Alors, c'est indéniable que ça a pris de plus en plus d'importance, surtout la partie influence et marketing d'influence. Réseaux sociaux, c'est différent. Quand j'ai commencé chez American Vintage en 2014, Instagram était déjà présent. C'était le début, mais ça existait déjà. Et Facebook était déjà, en tout cas, dans des marques comme les nôtres, partie prenante de la stratégie. Donc, il y avait quand même en interne et dans des sociétés comme la nôtre, un community manager, du contenu dédié aux réseaux sociaux. Donc, le pas, on va dire, avait été franchi du digital. Donc, il y avait une certaine, quand même, appétence déjà pour cet univers-là. L'influence, c'était le tout début. Il commençait à en avoir. C'était l'époque, par exemple, de Betty Autier, je me rappelle, une des premières collaborations, c'était avec Fanny B, Émilie Dodin. Donc, c'est les premières filles. Margot Selva aussi, qui est aujourd'hui maintenant chez Cézanne, avec qui on a commencé à mettre en place des collaborations. Et c'était des collaborations
sur les blogs, pas forcément sur les réseaux sociaux. À l'époque, d'ailleurs, on parlait pas forcément d'Instagrammeurs, on parlait vraiment de Ouais, de blogueuses. blogueurs, ouais, Le c'était terme les blogueuses aujourd'hui, mode. Ouais. de blogueur, voilà, blogueur, blogueuse. Aujourd'hui, ce terme est toujours utilisé, parfois à tort, parce qu'elles tiennent plus forcément des blogs. Mais il y avait vraiment de la rédaction, il y avait des intérêts aussi de netlinking, de liens directs sur notre site. Donc, c'était le début des collaborations. Mais ça restait, c'était pas encore une vraie stratégie, c'était pas encore un élément central. 8 ans après, aujourd'hui, j'ai 3 personnes dédiées à l'influence. J'ai un budget dédié à l'influence. Idem pour les réseaux sociaux. Donc, c'est quelque chose qui a pris de l'importance sur tous les points. En interne du côté American Vintage, sur l'importance qu'on y a donnée, que ce soit via son budget ou via du recrutement, mais aussi en externe sur le poids que ça a pris sur de l'acquisition de trafic, sur comme moyen de communication, parce que les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est un levier qui permet de partager ton image, de gérer ta communauté, de faire du service client, de générer du trafic en point de vente ou online, éventuellement aussi de prendre la parole dans des situations plus délicates. Nous, ça nous est arrivé il y a quelques mois, années de ça, où on a eu, voilà, je pense que toute marque à un moment donné dans son passage a un bad buzz sur un sujet X ou Y. Le premier moyen de communication aujourd'hui a été nos réseaux sociaux. On a publié notre communiqué sur notre compte Instagram. Donc ça a pris vraiment de plus en plus d'importance et je pense que c'est pas prêt de s'arrêter. La difficulté en revanche, c'est que tout va très vite, que la vérité d'hier ne sera pas celle de demain, que les réseaux sociaux bougent, que ce soit de la partie algorithme à la partie nouveauté ou par exemple TikTok. Pour des marques comme American Vintage, il y a 1 an et demi, 2 ans, on n'avait pas entendu parler. Aujourd'hui, j'ai un budget dédié à TikTok pour créer du contenu et pour animer ce channel-là. Et parfois, ça arrive en milieu de saison, parfois ça vient bousculer ta stratégie et du coup, c'est des domaines où il faut être hyper agile, où il faut pouvoir réagir assez rapidement parce que si tu t'endors, si tu manques d'agilité et que tu restes un peu trop sur tes acquis, tu meurs. Voilà. Et on le voit d'ailleurs dans les différents écosystèmes. Alors moi, je parle un peu plus de la mode parce que ça va être mon domaine, mais vous avez des entités, des marques, des entreprises qui, d'une année à l'autre, peuvent passer de la marque un peu tendance et sa communication, via sa présence sur les réseaux, à une marque qu'on va un peu moins suivre et vice-versa. L'avantage aussi de tout ça, c'est que du coup, rattraper parfois un retard peut être aussi plus facile. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on passe d'une marque à l'autre à travers les réseaux. Les consommateurs ne vont quasiment plus sur les sites Internet et passent d'une marque à l'autre en cliquant sur un tag et d'aller voir le compte Instagram. Donc, tu as raison de dire qu'on est quand même... Les marques de mode en général et même les marques globalement hein, sont quand même assez tributaires des réseaux sociaux parce que la jeune génération ne va plus sur Internet ou n'y va que pour acheter. Mais en tout cas, la découverte se fait beaucoup par les réseaux, quoi. Complètement. Complètement. C'est pour ça que quand je parlais tout à l'heure de multi-objectifs, et ça aussi dans une stratégie sur les réseaux, tu vas avoir une double stratégie. C'est que dans ta communauté, tu vas avoir des clients, tu vas avoir des prospects qui te connaissent et du coup, tu vas essayer de transformer. Mais tu vas aussi essayer de faire de l'acquisition, aller toucher une nouvelle cible, aller, comme tu dis, peut-être aller focuser un peu plus sur les jeunes. Quand on lance, là, il y a quelques mois, TikTok pour American Vintage, on a bien conscience en termes de stratégie qu'on va pas se lancer pour faire de la conversion, que le réseau est pour l'instant un peu plus jeune, même s'il tend à mûrir. C'était très 15-24 pendant le confinement et juste après, enfin le premier confinement, et on voit quand même les chiffres et les stats mûrir un petit peu. On n'est pas encore sur du 35-45, mais le 18-35 au sens large, on va dire, est présent. Donc on a bien conscience que c'est pas une stratégie pour aller faire de la conversion, mais bien pour aller targeter une cible un peu plus jeune et se dire qu'aujourd'hui, le jeune d'aujourd'hui sera peut-être notre client de Ouais, tout à demain. fait. Tu es obligé de façon d'être présent pour exister un petit peu sur cette jeune cible qui, comme tu le dis, va devenir tes clients un jour ou l'autre, quoi. Et aujourd'hui, est-ce que tu sens que c'est devenu, on parle du marketing d'influence, hein, est-ce que tu penses que c'est devenu un levier stratégique? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez du ROI, tu disais qu'on mesure les ventes. Précédente, je me suis focusé principalement sur les réseaux sociaux, mais j'englobe, et c'est pour ça qu'on a réuni ces deux pôles aujourd'hui au service marketing communication, parce que c'est des pôles qui sont tellement connexes et l'un va pas en quelque sorte sans l'autre. Moi, les personnes qui s'occupent de ça aujourd'hui dans l'équipe bossent, elles sont côte à côte déjà physiquement dans le bureau, et
et elles bossent constamment ensemble sur ça. On monte une action de communication et de marketing et on va solliciter l'influence pour amplifier, on va solliciter les réseaux pour amplifier également. C'est des outils et chaque outil dans de la construction est nécessaire. Hein. Si on fait, j'aime bien faire des métaphores, mais dans de la maçonnerie, si vous avez une truelle sans ciment, là marchera pas sans l'autre et vice versa. Ouais, en tout cas, il faut qu'ils soient au même moment, quoi. C'est ça. Faut qu'ils soient là au même moment et il faut que l'un aide Ouais. à mettre en avant l'autre. Donc oui, le marketing d'influence c'est devenu un levier idem très stratégique pour une marque comme la nôtre. Surtout que l'univers mode et on va dire avec la beauté sont pour moi les deux univers les plus ancrés dans le milieu de l'influence. Ça tend à changer parce qu'on voit maintenant énormément de business et de types de business différents faire appel au service de l'influence. On a même vu des ONG, des lobbies aussi parfois. Il y a eu quelques scandales par rapport à ça. Mais maintenant, vraiment, tout type de compagnies font appel Tout à fait, ouais. au service d'influenceurs. Mais historiquement, c'est vrai que les marques de mode, les marques de beauté, on a été un petit peu les premiers à tomber dedans. Donc oui, indéniablement, c'est devenu un levier stratégique. Maintenant, moi, dans la stratégie que j'essaye de développer, quand je dis moi, la stratégie, on est plusieurs à travailler la stratégie. Hein. Côté American Vintage, on bosse ça avec la directrice de l'image, on bosse ça avec Mika aussi, qui est partie prenante dans les stratégies qu'on met en place. On veut pas faire l'erreur de tout mettre sur l'influence. J'ai pu voir, voilà, d'un œil plus ou moins lointain, pas mal de marques à l'arrivée de l'influence ces 2 dernières années, enfin l'avènement de l'influence plutôt que l'arrivée, se dire ah ben on arrête tout et on met tout chez les influenceurs. Moi, c'est pas quelque chose que j'ai voulu faire. C'est un levier stratégique. En revanche, il y en a d'autres. L'affichage en ville était aussi un levier était aussi un levier stratégique de marketing. L'affichage en l'abribus aussi, la publicité sur les réseaux sociaux en ads en est aussi, le SIA en est aussi un. Donc c'est un levier stratégique qui n'existait pas il y a 10 ans, qui en est devenu un, qui sera peut-être encore là dans 8 ans ou dans 10 ans ou qui aura évolué, ça on le sait pas. Mais c'est pas le seul. Voilà. Et ça, j'insiste parce que pareil, une stratégie de market et de communication pour qu'elle fonctionne, moi je la considère vraiment comme une chaîne. Dans une chaîne, il y a plusieurs maillons et si vous en enlevez un, il y a tout qui tombe. Donc je suis assez d'accord on avec est toi. vraiment dans pas mal de choses qui s'imbriquent et ça fait des vases communicants au bout du bout. Ouais. Alors tu as raison de citer la mode et les produits de beauté en général, mais historiquement, hein, moi qui ai débuté l'agence en 2010, pardon, on travaille historiquement pour la marque Longchamp et c'est vrai que dans la mode, il y a eu beaucoup de RP, c'est-à-dire beaucoup de marques de mode encore aujourd'hui invitent des influenceurs au défilé ou aux collections ou aux journées presse, mais je dirais ne vont pas plus loin dans la stratégie. Aujourd'hui, comment vous travaillez? Est-ce que vous le travaillez avec un levier RP, c'est-à-dire que vous les invitez, vous venez voir la collection, ou bien est-ce que vous êtes vraiment dans une relation de collaboration rémunérée, contre contenu, etc. Comment tu travailles ce levier aujourd'hui? Alors, je pense qu'on le travaille sur toutes ses formes, en quelque sorte, et via les influenceurs. Alors, influenceur, c'est un mot qui est ultra générique, qui veut un peu tout et rien dire, et je pense que l'influence, comme on le considère aujourd'hui, n'est pas nouveau. L'influence digitale est nouvelle, puisque les réseaux sociaux n'existaient pas il y a 15 ans, mais des réseaux d'influence, il y a 15 ans, il y a 20 ans, ça existait déjà. Donc, le côté, on va dire, RP classique, bien évidemment qu'on le fait avec une certaine typologie d'influenceurs. Et donc, en fait, c'est surtout en fonction des influenceurs et des objectifs choisis où on va adopter des stratégies pour travailler ce levier-là. Donc, comme je disais, on travaille aujourd'hui, je pense, un petit peu de toutes les manières possibles pour répondre à mes différents objectifs de marque. Si j'ai besoin de faire de l'image, par exemple, je vais savoir quel type d'influenceur choisir et quel type d'action choisir. Par exemple, une campagne, une vidéo que je vais relayer sur mes réseaux sociaux, sur mon site web, mon newsletter, etc. Si j'ai un objectif, par exemple, de chiffre d'affaires, il nous est arrivé, alors on n'est pas une marque qui fait trop de promos, mais il nous est arrivé de donner un code promo de 10% à un influenceur qu'on sait un peu plus commercial, qui a une forte de frappe assez importante en termes de commerce et qui sur 2-3 jours va nous générer de la vente. Si on veut faire plus du local en micro, on va sélectionner
des petits des micros-influenceurs Mhm. régionaux, etc., etc. Donc, on travaille un petit peu vraiment en fonction des objectifs et en termes après d'outils. J'ai mes agences RP. Alors, j'ai 6 agences RP dans 6 pays différents, Mhm. en France, en Espagne, en Allemagne, aux Pays-Bas, enfin Benelux, en Allemagne, je l'ai dit, au Royaume-Uni et bientôt en Italie, qui me font un support sur la presse, digitale et print, et également sur du relationnel avec de Mhm. l'influenceur. Donc, mes agences RP, elles vont plus bosser sur du seeding, du contact, de la prise de contact, on va dire un peu plus de masse avec des réseaux d'influence dans chacun des pays lesquels ils sont experts pour doter des pièces et avoir voilà, de la visibilité en retour. On fait aussi de la collaboration rémunérée, mais les collaborations rémunérées sont mises en place depuis le siège et par mon équipe du coup en direct. Mhm. On peut bosser les collaborations rémunérées en direct avec les influenceurs ou via leurs agences ou leurs agents. Et après, on bosse aussi du RP de manière très classique en direct, soit via de la prise de contact, soit via des rendez-vous personnalisés, soit via de l'événementiel. Euh, Ça peut être des dîners, des expériences D'accord. pour rajouter aussi une dose d'humain dans tout ça. Enfin, en tout cas, c'est pas la rajouter, c'est ne pas la perdre. Parce que c'est vrai que le digital, les réseaux sociaux, un des dangers, c'est parfois de déconnecter du lien humain. Tout se passe derrière des écrans, tout se passe derrière des smartphones, des ordinateurs. Bah oui. Et on perd un peu quand même l'essence même de ce qu'on fait, de la communication. Et en tout cas, pour moi, je pense qu'il n'y a rien de plus important que l'humain, la rencontre. Et c'est aussi, à mon sens, la beauté de ce métier-là, c'est les rencontres. Ouais, tout à fait. Donc aujourd'hui, finalement, tu utilises un peu tous les ressorts de l'influence selon tes objectifs et selon le sujet que tu veux traiter, donc ce qui est plutôt bien, je trouve, hein, en termes de répartition. Et aujourd'hui, enfin, tu travailles avec combien d'influenceurs? Enfin, quand tu travailles, vous êtes en relation avec combien d'influenceurs à peu près? Juste pour avoir une idée de Alors, volume et de voir comment une grosse marque comme American Vintage, excuse-moi, peut gérer, quoi. Alors, pour simplifier un petit peu, on va dire la réponse, je dirais qu'aujourd'hui, sur la partie rémunérée, on a monté un plan ambassadeur par saison. Mhm. Donc, sur chaque saison, pour une marque comme nous, donc c'est janvier, juin et juillet, décembre pour l'hiver, et janvier, juin pour la saison été. Chaque saison, on va sélectionner un pool d'ambassadeurs par marché important à la marque, qui font écho aux pays que je vous ai cités D'accord. précédemment, qu'on va contractualiser sur toute la saison pour avoir un rendu de poste et de communication qu'on va décider ensemble selon un calendrier et selon les objectifs. Et là, moi, je vais pouvoir arriver et dire, bon, ben, au mois de février, mon pool d'influenceurs, vous devez me pousser le t-shirt blanc. Au mois de mars, on va plutôt faire une communication sur nos dénimes. Au mois d'avril, etc., etc. Et pouvoir aussi plus monitorer les contenus dont je vais avoir besoin. De la story, du all story, du réel, euh, un post, etc., de l'image, un carrousel. Voilà. Quelque chose donc de beaucoup plus cadré. Ça, aujourd'hui, ça représente à peu près entre 30 et 40 influenceurs sur les 8 marchés principaux dans lesquels on est présent. Il y a des marchés que j'ai pas cités en bureau, qu'on gère en direct, comme les États-Unis, par exemple. Mhm. On a des ambassadeurs aux États-Unis, mais je n'ai pas de bureau de presse ni d'agence aux États-Unis. On gère vraiment ça en direct depuis le siège, ou alors le Danemark, idem, on gère ça en direct depuis le siège et j'ai pas d'agence de presse. Donc voilà, une bonne trentaine D'accord. sur les 8 marchés principaux de la marque. Et ensuite, en seeding, en contact, en événementiel, en ARP, je dirais 350-400 pareil, sur le réseau européen d'influenceurs avec qui on est en contact. Mhm. Donc ça, c'est quand même Qui des important, fois, hein. donc, Enfin, c'est quand même important en termes de volume, quoi. Globalement, c'est vachement bien. c'est un volume hyper important et surtout quand tu veux, je parlais d'humain Mhm. précédemment, quand tu veux personnaliser les échanges, quand tu veux aussi personnifier la marque, la présenter de manière un peu plus qualitative. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a 3 personnes sur ce poste-là. C'est du temps, c'est de l'échange, c'est des appels, c'est des rencontres, c'est des déplacements aussi du coup, parce que on va représenter la marque sur ces différents marchés, à la rencontre aussi des influenceurs de ces différents marchés. Et au-delà de l'influence que va pouvoir nous apporter ces influenceurs, il ne faut pas non plus négliger aussi la data, eux, qui peuvent nous apporter. Euh, Quand je vous parle de 300 influenceurs aujourd'hui qui portent la marque, qui commandent la marque, qui reçoivent la marque,
c'est aussi un échantillonnage de 300 potentiels clients qui testent ma marque à, à grande échelle et, et c'est nos premiers consommateurs. Donc, c'est aussi une data qui est hyper importante. Et ça, si vous n'allez pas à leur rencontre, si vous discutez pas avec eux, si vous leur demandez pas qu'est-ce qu'ils ont pensé des pièces, du confort. Nous, on est une marque, comme je disais au début, de basique. Notre force, c'est la couleur, les matières et les coupes. Donc, c'est hyper important pour nous, le rendu au toucher, le rendu au porté. Et ça, c'est des choses il faut aller à la rencontre, il faut engager la discussion avec nos influenceurs. Et c'est ce que je suis en train de dire là, ça marche aussi sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, vous avez des marques qui ont des super stratégies sur les réseaux d'image, c'est pur, c'est léché, mais il n'y a jamais de communication avec leur communauté. Et moi, j'ai une vision où quand on parle de réseaux sociaux, de communauté, il faut s'en servir pour aussi aller engager la discussion, pour aller échanger avec ces communautés qui sont aussi un bassin d'audience et de données hyper importantes pour des marques comme la nôtre. Ouais, c'est sûr. Donc aujourd'hui, finalement, tu utilises donc l'humain des influenceurs, mais qu'est-ce que tu recherches quand tu choisis un influenceur pour représenter ta marque, que ce soit en paid, en seeding, etc. C'est quoi tes critères? Comment aujourd'hui parce qu'on a quand même beaucoup de choix sur les influenceurs, comment toi tu réfléchis et comment tu choisis tes influenceurs? Alors, il va y avoir une première étape qui va être très purement technique et analytique, ce qui est l'utilisation d'un outil qui nous permet d'analyser les comptes profils pour être sûr que les communautés de l'influenceur, donc les pays dans lesquels il est représenté ou les communautés de pays par lesquels il est suivi, le taux d'engagement, les interactions, la qualité de l'audience, que ce soit des vrais followers, donc vraiment toutes ces données purement techniques euh, soient là et soient bonnes. Pour le côté pays, pourquoi c'est important? En fait, on se rend compte que parfois vous pouvez voir des influenceurs que vous trouvez très cool, qui fit avec l'image de la marque, avec des taux d'interaction qui sont super. Mais je vous donne un exemple, cet influenceur-là est basé à Copenhague, au Danemark. Sauf que quand vous regardez son audience, il a 60% d'audience à New York. Et là, en fait, ça perd en pertinence parce que vous, votre but, c'est d'aller travailler avec un influenceur danois qui est censé vous apporter de la visibilité et du développement en notoriété sur le marché danois. Et en regardant simplement le compte Instagram de cette personne-là, tout correspond, sauf que vous n'avez pas accès, juste en regardant le profil à ces données-là. Il y a bien évidemment la possibilité de demander les statistiques à l'agent ou à l'influenceur, ce qu'ils font parfois de manière plus ou moins rapide et plus ou moins transparente. Donc, c'est pour ça qu'on s'est doté d'un outil supplémentaire pour parfois même gagner le temps de contact, de recevoir les statistiques, etc. Et ensuite, la deuxième étape va être l'image. L'image que reflète l'influenceur est est primordiale pour nous. Il faut que ça fitte avec notre ADN, il faut que ça fitte avec nos valeurs, il faut que ça fitte avec notre univers. Alors, je cherche pas des influenceurs qui sont des copies conformes du persona client American Vintage, d'autant plus que la force d'American Vintage, c'est que c'est une marque qui parle à tout le monde et qu'on peut s'approprier. Nous, on le voit aujourd'hui dans notre clientèle, on peut autant habiller des jeunes de 25 ans avec un style très skate, très ride, qu'un working boy de 45 ans, plus prépi, pantalon cintré, petite chemise, qu'une maman de 65 ans, que sa belle-fille de 30 ans. On a la force avec cette marque, c'est qu'il n'y a pas un ou une client type. Sur les réseaux sociaux, un peu plus. Les réseaux sociaux, bien évidemment, c'est un peu plus jeune. On voit que la communauté, c'est 18-35 ans. Ça va plus difficilement au-dessus. Mais donc, on veut essayer d'avoir des influenceurs qui fit avec l'image de marque, qui vont s'approprier notre marque pour derrière la mettre en avant et qui auront donc une audience qui pourrait être intéressée avec la marque. Ça, pareil, c'est un pilier qui est hyper important pour moi aujourd'hui. Je pense que beaucoup d'entreprises et de marques ont fait ces erreurs-là par le passé. Je les ai sûrement fait aussi à un moment donné. C'est de choisir l'influenceur uniquement par de l'esthétique qu'on va trouver cool, sympa, on va le partager en interne, on va dire ah oui, il est sympa, il y a des likes, il y a du comment. Mais si demain vous bossez avec un influenceur dont la communauté n'est pas du tout intéressée, par exemple, par l'univers de la mode, parce que cet influenceur-là, c'est un sportif et que les gens qui le suivent pour ses conseils de sport, c'est un coach sportif par exemple, et que les gens qui le suivent avant tout pour ses cours de sport en ligne ou son expertise de coach sportif. Derrière, voilà, ça peut manquer en tout cas de pertinence
et d'efficacité. Alors, je dis pas que des coachs sportifs ne peuvent pas faire de collaboration avec des marques de mode, pas du tout. Mais il faut quand même essayer de travailler avec des influenceurs dont la communauté soit intéressée par le message. Ça fait toujours un triangle. Et s'il y a une pointe de ce triangle qui est manquante, le message ne va pas au bout, la marque sera déçue et on comprendra parfois pas pourquoi l'opération n'a pas marché. Et c'est simplement parce que la communauté n'était pas réceptive et n'attendait pas ce type de Oui, et message-là. puis c'est pas automatique, voilà. Enfin, les gens suivent les influenceurs pour certaines raisons. C'est pas C'est écrit, ça. c'est pas marqué. Ce qui fait aussi la beauté du sujet, je trouve. Hein, c'est C'est on est en ça. train vraiment de faire du marketing chirurgical. À chaque fois que je parle à mes clients de campagne d'influence, je leur dis voilà, on a des critères, on a des ratios. Maintenant, c'est pas automatique. Il faut essayer et on a des super surprises, comme des fois des moins bonnes. C'est assez rare, mais en Exactement. tout cas, il faut pas mettre le curseur trop haut sur certains sujets quand on ne maîtrise pas, quoi. Et Il faut accepter de ne pas maîtriser dans le marketing oui, d'influence. Et ce qui est même assez marrant mmh, dans des sociétés, des fois où vous parlez avec, enfin, il y a dans des boîtes, le directeur marketing ou marketcom actuel, c'est un, un homme, une femme de 40-45 ans, voire un peu plus, qui a bossé du RP ou du média classique il y a une vingtaine d'années, qui était prêt à investir dans de la presse print, qui était prêt à investir dans de l'affichage en ville. Et sur ces opérations-là non plus, il n'y avait pas vraiment de retour chirurgical, pour reprendre tes mots. Il y avait une part d'inconnu, il y avait une part de oui, on sait que notre campagne, elle est sur cette rue-là. Il y a du passage dans cette rue-là, notre marque va être vue. Maintenant, savoir vraiment le ROI de cette campagne-là, on ne l'aura pas. Et c'est idem avec le marketing d'influence. Il faut aussi accepter, et c'est très difficile pour des marketeurs et pour d'ailleurs des chefs d'entreprise et mmh. des commerçants, de parfois de pas avoir ce retour-là. Mais ce qui est assez marrant, c'est que des fois, vous êtes managé par des personnes qui eux-mêmes travaillaient comme ça il y a une dizaine d'années, mais là, bizarrement, avec le digital, parce que on a tendance à croire qu'avec le digital, tout peut être traqué, mais c'est pas vrai. On a bien sûr, beaucoup de choses qui peuvent être traquées, d'ailleurs, parfois un peu trop sur nos données personnelles, mais tout ne peut pas être traqué. Il faut aussi, comme tu l'as dit, garder un petit peu une part d'inconnu. Oui, et donc ça, c'est effectivement désapprendre ce qu'on a toujours appris à l'école, en école de commerce ou ailleurs, que tout se planifie, tout le plan marketing il est établi. Enfin, je pense que là, du coup, ils ont changé depuis le Covid, parce que je pense qu'ils changent les plans marketing toutes les semaines maintenant. Donc, ils sont habitués sûrement à changer régulièrement. Mais voilà, il faut lâcher un peu prise et il faut pas. En fait, je pense qu'il y a eu beaucoup d'erreurs aussi sur le marché, que ce soit des agences ou des marques, qui étaient de vendre les influenceurs un peu comme du média et de se dire vous allez toucher X millions de personnes, un taux de conversion de X%. Ça, c'était une façon un peu rapide de le vendre et compréhensible par des clients en face. Mais dans la réalité, c'est tellement plus subtil que ça ne peut pas s'appliquer aussi clairement que ça, quoi. Donc, et aujourd'hui, du coup, donc tu travailles beaucoup, de ce que j'entends, hein, en interne avec tes équipes, avec des agences RP. Comment aujourd'hui tu vois le marché des agences d'influence, hein, je parle, et ou des agents, si tu travailles avec eux aussi sur certains influenceurs avec qui tu travailles. Comment tu vois ce marché aujourd'hui de ta position de marque et d'expert? Alors, sur mon marché d'agence RP, relations presse que j'ai dans mes marchés principaux, euh, je suis dans une relation de fidélité et ça a toujours été assez clair pour moi avec ces agences avec qui j'ai travaillé. Euh, En revanche, le marché des agences, de ces nouvelles agences qui se montent de plus en plus, des agents aussi en indépendant d'influenceurs, c'est parfois un peu plus opaque parce que même si j'ai des agences RP qui me soutiennent dans chacun de ces pays, ça ne m'empêche pas de faire des OP spécifiques, parfois Mhm. avec une autre agence d'ailleurs, qui peut devenir, de laquelle je peux devenir client et qui va m'accompagner sur un lancement de produit ou sur une thématique que moi je n'ai pas en interne, par exemple j'ai un partenariat culturel chaque année chez American Vintage avec la Villa Noailles, qui est Mhm. un centre de culture dans le sud de la France. Et on fait des événements autour de ce partenariat et souvent on est plus à la recherche d'influenceurs ou de leaders d'opinion dans le monde du design, de l'art, de la photographie, de la culture. Moi, c'est un réseau à titre personnel que je n'ai pas forcément, qu'American Vintage n'a pas, que mon agence de presse, qui est une agence de presse spécialisée mode, n'a pas Mhm. forcément. Donc, je peux aller travailler avec une autre entité pour me plus Bien spécialiser dans sûr. ces domaines-là pour, euh, pour trouver des influenceurs en adéquation avec, du coup, avec mon sujet. Euh, Maintenant, c'est vrai que ce marché des agences d'influenceurs aujourd'hui,
il y a des très très bonnes agences que je peux connaître à titre personnel ou de qui j'ai pu avoir voilà, des présentations, des échanges. Mais au global, ça peut devenir très vite assez opaque dans les échanges, dans la qualité des échanges. Je trouve que par moments, ça manque un petit peu de professionnalisme Mhm. quand vous avez un sujet, un brief, une prise de contact ou les premiers retours peuvent parfois être assez brutes sur ben, quel est le budget. Ok, on pourra parler de budget dans un second temps, c'est pas un problème, mais avant de parler même du budget, peut-être regardons si le sujet fit, si c'est en adéquation avec ce que vous pouvez proposer, avec vos compétences, et si ou avec les influenceurs que vous représentez. Si tout ça fonctionne, en effet, après on pourra aller un peu plus loin dans le budget. Et tu m'as enlevé les mots de la langue juste avant en me parlant Pardon. de, on présente beaucoup les influenceurs comme on vend beaucoup les influenceurs comme du Mhm. média, et je trouve que c'est ce que les agences ont des fois un peu trop de tendance à faire. Et le pire, le plus dramatique pour moi, c'est quand des agences vendent des talents, donc des personnalités, des artistes, des musiciens, Mhm. etc., comme du média. Et alors là, on dénature l'essence même de ce que sont ces personnes-là. Et je trouve, et ça n'engage que moi, et ça, je le dis vraiment pas au titre d'American Vintage, mais Mhm. vraiment en mon nom, hein, dans Benjamin Terrasson, quand on voit des talents, des personnes reconnues dans leur domaine, que ce soit des musiciens, des artistes, etc., devenir un homme sandwich ou une vitrine publicitaire parce que sûrement mal conseillé, mal entouré, mal accompagné, je trouve qu'il n'y a rien de plus grossier dans les partenariats Mhm. et, et souvent ça se sentira dans les résultats. Pareil, hein, peut-être que on l'a eu fait chez American Vintage, ça nous est peut-être arrivé, on a peut-être dénaturé un talent ou autre, je dis pas que ça ne peut pas arriver, mais c'est parfois ce qui est le plus dommage. Et je parlais d'humain aussi, les agences déshumanisent un petit peu aussi la relation. Moi, ça m'est arrivé de faire des campagnes avec des influenceurs, alors des campagnes qui en termes de chiffres ont été très performantes, mais je n'ai jamais été en contact avec l'influenceur du début jusqu'à la fin de la campagne. Et ça, idem, je trouve ça assez dommage parce que vous avez quand même une personne qui va incarner votre marque, qui va diffuser votre marque, qui va parler Bah de oui, votre ça me marque, paraît évident. et vous ne parlez plus que à un agent ou à un représentant, ou alors il va y avoir un rapide Zoom ou call de Mhm. kick-off d'une quinzaine de minutes pour voilà pour repasser le brief. Euh, mais c'est aussi parfois ce que je peux un petit peu trouver opaque Mhm. Bon, alors après, c'est vrai que s'il n'y a pas d'événement physique ou de rencontre prévue, c'est aussi le rôle des agents de faire filtre entre le talent et la marque, pour plusieurs raisons, hein, complètement. d'ailleurs, pour aller plus vite, pour bien border la campagne, etc. Mais c'est ok, donc j'entends ton point sur ces agences, mais tu crois que c'est plutôt dû aux agences agents ou aux agences de communication? C'est assez difficile et puis en plus je veux pas tomber dans de la généralisation parce que je trouve il y a rien de pire que Oui, après chacun, de après c'est vrai que généraliser c'est pas voilà sur tout applicable à sujet partout. d'ailleurs de T'as raison. société Ouais. hein. J'ai Hmm. rencontré des agents qui étaient extraordinaires, j'ai rencontré des voilà comme je disais des agences qui l'étaient aussi. Je pense que le problème pour moi vient plus du fait que ce soit un métier nouveau. Oui, ils Alors apprennent, je nouveau pense. voilà, c'est qui a 5 8 10 ans mais voilà, ça reste nouveau dans l'industrie, qui a attiré beaucoup de monde. Et attention, du coup, je pense que ce que je suis en train de dire s'applique aussi chez les annonceurs, hein, parce qu'il y a des annonceurs qui sont des fois aussi pas, qui sont pas clairs, dont les briefs sont pas clairs, dont les Ah oui, personnes ça je en te confirme. interne sont pas claires. Là, voilà, on a posé la question du côté agence-agent. Je pense que la même chose s'applique du côté du co-annonceur, donc annonceur nous, hein, les marques. Euh, et je pense que c'est plutôt ce côté voilà nouveau qui fait qu'il y a encore beaucoup de personnes qui sont en phase d'apprentissage, de test. Euh, il n'y a pas de vérité absolue dans ce métier-là. On parlait tout à l'heure on est à la recherche souvent de chirurgie et de précision chirurgicale. Bah, c'est pas le cas de ces métiers-là. Et il n'y a pas de vérité absolue. Moi, demain, par exemple, je sais, je pourrais jamais dire à quelqu'un, bah, voilà, la stratégie parfaite en marketing d'influence, c'est ça. Et il n'y a pas de stratégie, il y a pas de stratégie parfaite. La stratégie parfaite, ça sera en fonction de ton ADN, de tes valeurs, de ce que tu représentes, de ce que tu as envie de représenter. Hmm. Mais il n'y a pas il faut bosser avec deux macros, un micro, 3 nanos, Ah non, il n'y mettre a pas tant de d'argent recette. par mois, Ça, etc. je te Voilà. rassure, il La y a pas de recette recette magique miracle. Après, il y a n'existe pas. l'expérience qui fait que ça, on a plus l'habitude que ça fonctionne ou pas. Donc, je pense que l'expérience est un vrai sujet. Plus tu auras Oui, d'expérience sur ces sujets-là et moins tu feras d'erreurs normalement. Et en même temps, plus tu auras connaissance ou compréhension des personas des influenceurs et plus tu pourras conseiller
ou travailler avec les marques pour faire le bon mix, quoi. Parce que finalement, nous, c'est ce qu'on dit en tout cas chez nous, et c'est ce que je porte depuis 15 ans maintenant, c'est que nous, on est un décodeur de personnalité entre les marques qui ont une plateforme de marque, donc qui s'expriment, et des influenceurs qui ont aussi une personnalité et qui peuvent matcher avec les valeurs de la marque. Ça, je pense que c'est extrêmement important. Mais effectivement, après, ça dépend des gens, ça dépend des. Enfin, il y a différentes raisons pour que ça marche ou ça marche pas, quoi. Et Mais c'est là où l'agence, du coup, devient experte et c'est ouais, là normalement, où elle oui. devient Si c'est juste pertinente entremetteur, pour. oui. C'est ça. Ouais. Et c'est, tu vois, on parlait d'opacité. Bah, c'est aujourd'hui certains problèmes qu'il peut y avoir, c'est qu'il y a peut-être trop d'agences Oui, qui oui. sont parfois uniquement des entremetteurs et qui n'ont pas assez de conseils médias. Mais ça a marché aussi à l'époque, il y a 20 ans, dans l'affichage en ville. C'est pareil. Si demain vous allez voir un vendeur de pub et il veut juste prendre le budget et qui va vous Mm. afficher dans une ville qui a rien à voir avec votre réseau de Mm. distribution, bah, la rentabilité de la campagne sera pas Ouais, pertinente parce qu'il n'aura pas eu son rôle de conseil. Et je pense que les agences doivent aussi avoir ce rôle de conseil et d'accompagnement pour élargir. Moi, je suis un fan de sport et j'ai pas mal de connaissances dans le milieu du sport. C'est un milieu qui est très représenté, hein, les sportifs de haut niveau, par des agents. Ce qu'on est en train de dire, ça s'applique aussi. Vous avez des agents de ah oui, oui, sportifs dans tous qui vont les être des types d'agents. Ouais. conseillers, des accompagnements, et vous en avez d'autres qui vont juste être des entremetteurs, qui vont essayer Mm. d'aller faire signer le talent, pas pour, enfin, le sportif, du coup, pas pour le bien forcément de sa carrière, mais plus pour la commission. Et, Et faire et au des bout du erreurs, quoi. bout, ben, comme on dit, c'est à la fin qu'on compte les, enfin, c'est à la fin oui, qu'on fait les comptes. Et c'est à ce moment-là, des fois, qu'on se rend compte que du bien ou pas et du positif ou pas de la campagne, du projet et des signatures dans le milieu du sport. Ouais, ouais, donc après, donc pour résumer, c'est aux influenceurs ou aux talents de faire attention aussi qui prend la parole pour eux, parce que ça pourrait aussi les desservir et de eux-mêmes être impliqués. Je pense que c'est le minimum pour pouvoir aussi gérer leur Complètement. carrière et gérer leur image, parce que dans ce milieu, on va très vite. Un agent ne répond pas pendant 5 jours. On se dit, bon, ben, ils sont pas intéressés. Mais Mmh, du coup, on dégrade un peu l'image du talent. Et s'il faut, il y a complètement. des excellentes raisons de ne pas répondre, etc. Mais du coup, ça laisse un goût amer, quoi. Moi, j'ai pas mal de cas sur des clients. Bon, c'est dommage, je trouve, pour les talents de s'abîmer si rapidement pour pas grand-chose. Ah, complètement. Voilà. Mais après, du moment où vous acceptez d'être Ah oui, représenté voilà, par ils acceptent, quelqu'un, ils sont c'est pas pas obligés, ouais. uniquement pour la signature de Tout à contrat. fait. C'est, du coup, il parle en votre nom. Et forcément, oui, s'il n'y a pas de réponse ou autre, malheureusement, c'est aussi le talent ou l'influenceur qui en pâtit un Ouais. petit peu, hein. Et au- Mais ce système-là existait dans l'acting, par exemple, oui, tout à fait, ouais, il y a ça une existe trentaine partout, d'années hein. avec les Oui, oui. impresarios, c'était la même chose. Vous avez des acteurs, leur impresario faisait la pluie et le beau temps de leur carrière. Ouais. Euh, et, euh, Bon, c'est une histoire de et en- personne, je crois, et de définition de ce qu'on veut lâcher et de ce qu'on veut pas lâcher, quoi. Je pense que c'est ça le sujet sur ces agences aujourd'hui. Et puis, et post-Covid, l'expérience, tu as utilisé ce ouais, mot-là, enfin, je pense l'expérience, que c'est tout ouais, simplement, l'expérience, que ce soit du côté hein. des agents, du côté des talents, du côté des Bien annonceurs, du sûr. côté des marques, et l'expérience au fil des années, je pense, va faire que ce métier va trouver, on va dire, sa norme en quelque sorte, même Oui. si j'aime pas la, la Mais bon, ça normalisation, fait un peu de temps quand mais même, hein, tu vois, ça fait plus de 15 ans quand même, il faudrait que ça oui, arrive. Alors, tu parlais d'Émilie Dodin, que je connais très bien tout à l'heure, qui a commencé blogueuse, et qui est toujours blogueuse et complètement. influenceuse, des créateurs de contenu, comme on l'appelle, Moi, qui est une des premières qui est filles avec qui extrêmement j'ai pro, travaillé. tu vois. Mm. Enfin, moi, je trouve que ce niveau-là, en tout cas, d'influenceur, t'as aucun problème. Enfin, ça roule. Mais c'est l'expérience, parce que effectivement, elle a 15 ans de blog ou 10 ans, et tu fais pas, tu as des relations ensuite plus riches pour la marque, parce qu'elles sont aussi force de proposition, ce qui rend les choses beaucoup plus agréables, quoi. Et professionnelles Oui, surtout. certes. Après, tu vois, tu disais 15 ans, mais par exemple, pour donner un exemple Mhm. très concret, on a parlé de TikTok tout à l'heure. Aujourd'hui, TikTok, ça a 2 ans, 2 ans et demi, à tout casser Mhm. en France en tout cas. Euh, de l'avènement de TikTok en France est sorti des TikTokers, donc des nouveaux Ouais, influenceurs, et maintenant des agences qui sont spécialisées en TikTok. ouais. Tout cet écosystème-là, au final, il n'a pas 15 ans, il a Ah, 2 ans. celui-là, il a 2 ans. Ouais. Et voilà. Et donc, du coup, toi, en tant que marque, enfin, moi, en tant que marque, en tant qu'annonceur, quand tu commences à considérer TikTok, Mhm. donc moi, je vais avoir mon expérience de mon De user, marketing, ouais. d'influence, etc. Honnêtement, quand j'ai commencé à travailler sur TikTok, j'ai l'impression que je savais rien.
je vais pas dire un écosystème à 100% nouveau, mais c'était encore des codes différents, c'était des personnalités différentes, c'était une manière de travailler différente, c'était des budgets différents. Mmh. Et Après, parfois, ouais, je suis d'accord avec toi, chaque plateforme a son code, a ses contenus, a ses talents, parce qu'il y a des talents qui marchent bien sur TikTok et d'autres qui marchent mieux sur Instagram et inversement. Après, les mécaniques restent les mêmes, les stratégies restent les mêmes. C'est-à-dire que oui, c'est pas le même type de contenu, mais ton choix de TikToker ou d'Instagrammeur reste le même, doit être guidé par la même volonté de représenter ta marque. Donc ça doit être un peu la même chose. Alors tu dois redéfinir tes critères pour TikTok parce qu'il faut évidemment qu'ils aient un talent de créateur de contenu peut-être plus poussé pour faire des TikTok créatifs qui fonctionnent, etc. Mais tu es sur des mêmes ressorts de stratégie d'influence adaptés à des profils un peu différents. Et toutes ces agences qui sont nées post-Covid, tu vois, moi j'ai eu le cas d'une junior entreprise à l'école qui avait monté l'agence à l'intérieur de l'école et qui restait une agence. Ben, en fait, ils ont pas de métier dans les mains. Ils n'ont pas travaillé. Et donc, ils connaissent pas la com, ils connaissent pas les plateformes de marque, ils savent pas non plus forcément gérer des talents parce qu'ils n'ont pas appris et c'est un manque d'expérience, hein, purement, c'est pas un manque d'intérêt. Donc, tu retombes dans le sujet où c'est quelqu'un qui s'est réveillé, qui s'est dit tiens, TikTok ça fonctionne, donc là c'est un marché d'opportunités et tiens, je vais essayer j'aime bien TikTok, alors je vais faire une agence de TikTok, ou bien je pense qu'il y a de l'argent à gagner, donc je vais aller faire une agence de TikTok, mais tu n'auras pas le conseil, tu n'auras pas, à mon avis, l'encadrement nécessaire pour réussir tes campagnes et ce que tu peux demander toi en tant que marque. Et après, ça peut fonctionner. Attention à l'algorithme, parce que le nombre de vues ne va pas forcément générer des ventes ou même des... Moi, je dis toujours, hein, dans les campagnes TikTok, il faut diviser par 10 le volume des vues. Parce qu'il faut quand même savoir qu'une seconde égale une vue. Donc, est-ce que tu accordes une vue à une seconde de contenu ou pas, sachant qu'un équivalent média, c'est 10 secondes. Donc, il faut aussi prendre TikTok pour ce que c'est et découvrir, parce que ça s'améliore, et apprendre avec ce réseau, et lui redonner des objectifs qui ne sont pas forcément les mêmes que tu peux avoir sur Instagram ou sur YouTube ou d'autres plateformes, quoi. et là, ce que tu es en train de dire, tu vois, ça fait vraiment écho à l'expérience et au-delà de l'expérience, à la connaissance aussi de n'importe quel métier Il faut avoir qu'on travaillé, peut quoi. faire dans notre vie. Exactement. Parce que C'est le tu vois, travail. les équivalents médias, les chiffres, et c'est le problème aussi qu'on peut avoir parfois dans les réseaux quand des personnes manquent de connaissances, Ah de oui. maîtrise, d'informations, etc. C'est, ah ben, on va juste regarder du chiffre. Ah, il y a de la vue, 100K, 100K, 115K, 120K. Mais qu'est-ce qu'elle vaut, la vue? Qu'est-ce Enfin, qu'elle c'est pas vaut, parce c'est qu'il y a ça. 3 chiffres et un K. Ah ouais. Et là, on touche du doigt ce côté encore nouveau pour moi du métier où il y a encore un manque par moment de professionnalisme, de structure, de connaissances Ouais, et et d'expérience, vraiment, tu vois, d'expérience. l'expérience. C'est-à-dire que Exactement. plus tu vas travailler, et tout ça, je te le dis parce que moi, j'ai 25 ans derrière moi, mais des gens qui se présentent comme agence communication, parce qu'on fait de la com, hein, on fait du marketing ou de la com, ça doit être un minimum infusé au niveau de l'agence. C'est pas possible. Sinon, on n'est pas une agence. On est le copain qui connaît un TikToker. C'est autre chose. Ça peut marcher aussi, mais c'est pas la même attente côté marque et côté agence. Bah, tu vois, on parlait tout à l'heure de moi de mes agences RP. Aujourd'hui, et c'est comme ça qui nous accompagnent, c'est des conseillers en Bien communication. sûr, c'est C'est très plus que des important. Ouais. agences. Ils sont partie prenante de nos stratégies. On les sollicite sur des brainstorms stratégiques. On les sollicite voilà, sur des process depuis le départ. Et nous, d'ailleurs, chez American Vintage, c'est ce qu'on cherche pour beaucoup de nos accompagnants, hein, que ce soit en création de contenu, en médias. C'est des conseillers. Oui, ou des C'est pas partenaires, uniquement tu des vois. Nous, c'est ce extensions, qu'on fait voilà, des ici. Nous, on est partenaires, c'est ça, partenaires avec mais nos clients. Quand on travaille pour Longchamp, j'étais représentant à Longchamp, hein. Chacun, je voyais, je vendais du Longchamp ou j'essayais d'en vendre. Et en même temps, on réfléchit sur notre expertise, d'accord? Mais est-ce qu'on peut aider, si la marque le veut, on peut aider sur d'autres sujets? Et comment on intègre notre expertise dans la stratégie de marque et comment on règle un problème? Nous, notre boulot d'agence de communication, c'est de régler les problèmes des marques, en communication ou en marketing. On ne va pas régler l'entrepôt ni la logistique, mais on doit être un apporteur de solutions. C'est notre sujet. Si on n'a pas les réponses, ça peut arriver.
c'est pas grave. Mais en tout cas, ça fait partie de notre définition, quoi. Donc ça c'est très important, tu vois, parce que j'entends beaucoup de marques sur le marché qui sont complètement catastrophées sur l'influence, parce que c'est compliqué, un peu ce que tu nous as dit quand même. Des fois, c'est pas au niveau. Et encore, je précise quand même qu'il y a des très très bonnes agences sur le marché et qui sont quand même assez reconnues et qui là, on peut y aller les yeux fermés. Mais malgré tout, comme les nouvelles font beaucoup de bruit, ou je ne dis pas qu'il y a que des nouvelles, hein, mais en tout cas, c'est un peu le sentiment que les marques ont aujourd'hui. Ce qui est un peu dommage, je trouve, parce que ce métier nécessite un peu plus de qualité, de service, et ne pas être déceptif pour les marques et même les influenceurs des fois qui sont même déçus aussi de leur agent ou des collaborations, quoi. Mais du coup, on parlait un petit peu de plateformes. Donc aujourd'hui, vous êtes sur TikTok, Instagram. Comment vous travaillez YouTube, par exemple? Est-ce que c'est des choses que vous travaillez? Alors YouTube, aujourd'hui, on le travaille pas vraiment dans son aspect réseau social, mais plus comme une plateforme d'hébergement. Ouais. On upload beaucoup de nos vidéos qu'on produit sur YouTube, mais on n'a pas une stratégie de communauté, une stratégie de prise de parole, une stratégie dédiée à YouTube. On crée pas du contenu aujourd'hui uniquement pour YouTube. Mhm. C'est un channel, moi, que je trouve très très intéressant, même pour une marque de mode, mais qui aujourd'hui, dans les objectifs de marque, dans la strat, il y a des décisions à prendre, il y a des choix à faire, Ouais, tu veux pas tout faire, hein. mais qui nécessite, je pense, pour faire quelque chose de qualitatif, quand même un budget conséquent et un temps aussi assez conséquent. Alors je dis pas que les autres réseaux comme TikTok ou Instagram ne nécessitent pas du temps, pas du tout, parce que ça fait 8 ans que je bosse sur les Instagram d'American Vintage, mais c'est plus complexe et je pourrais faire un parallèle, tu vois, TikTok, pas TikTok, pardon, à Twitter, euh, qui est un réseau chez American Vintage. Il était existant, moi, quand j'ai rejoint la société par l'ancien community manager. Je l'ai fermé. Pas que je ne crois pas à ce réseau, je le trouve très intéressant et aujourd'hui, il a une audience qui est assez importante. Mais pareil, pour une marque de mode, pour une marque comme American Vintage, performer aujourd'hui sur TikTok, ça nécessitait pour moi, en rapport temps passé, retour sur investissement, trop de temps et pas assez de résultats. C'est pour ça, par exemple, on a fait ce choix-là. C'est un choix stratégique. YouTube, pour l'instant, c'est aussi un choix stratégique de pas l'utiliser comme un réseau social, mais uniquement comme de l'hébergement. J'espère un jour pouvoir avoir le temps et la ressource nécessaire au global, la ressource qu'elle soit monétaire ou humaine, pour pouvoir développer du YouTube, parce que c'est toujours quelque chose que j'ai eu dans un coin de ma tête pour la marque. D'ailleurs, je pense qu'en marque de mode aujourd'hui, tu vois, si tu me demandais de citer une marque de mode que je trouve intéressante à suivre sur YouTube, je pense pas que je pourrais t'en citer. J'en ai pas une là qui me vient comme ça en tête. Non, mais c'est effectivement des plateformes d'hébergement aujourd'hui, hein. Enfin, je te rejoins là-dessus. On utilise des YouTubers pour faire des choses dans la tech ou bien dans d'autres domaines, tu vois. Mais des YouTubers ou alors qui sont déjà dans ton programme ambassadeur et qui vont faire des vidéos, des vlogs, ça peut être le cas. Mais ensuite, pour une marque, c'est plus difficile d'animer sa chaîne YouTube avec des créations de contenu originaux, quoi. Dans la beauté, il y a des marques qui ont très bien réussi. Ouais, parce qu'ils font des tutos, ça intéressant. c'est intéressant. Hein. Mais il pourrait y avoir des choses à faire dans la mode. Mais voilà, c'est ce que j'ai dit. Il faut prioriser, on va pas tout faire en même temps. C'est ça. Et blog, par contre, nous, on travaille pas mal le blog. On a un blog de marque, un journal de marque qui s'appelle la MV Journal, sur lesquels, d'ailleurs, on partage pas mal de contenu d'influenceurs. On a cette connaissance en commun, Cyril, qui s'appelle Mathieu Forget, qui est un créateur de contenu, moi, que j'apprécie beaucoup. Par exemple, on a fait une collaboration avec lui, donc un contenu réel, de la vidéo, des photos, des posts Insta. Donc là, on est resté dans l'écosystème réseaux sociaux, mais on allait un petit peu plus loin et on a partagé son portrait sur notre journal, qu'on a relayé ensuite dans une newsletter, qu'on a mis en avant sur notre e-shop, avec une sélection de produits et le relais de son portrait depuis le journal. Donc on travaille aussi beaucoup le blog. On publie un contenu par semaine, un article par semaine, qui nous permet d'aller plus loin dans des collaborations influence, qui nous des fois permet de partager des city guides, qui nous permet de faire aussi d'autres collaborations d'influence. Ça m'arrive de travailler avec des chefs, par exemple, ou au sein de mon blog, ils vont me partager une recette qui est des fois plus difficile en termes de production de contenu sur un post Instagram. Oui, bien sûr. Ou qui me donne d'autres possibilités. Moi,
là, aujourd'hui, on est en train de faire un podcast, c'est un format long. Le blog, généralement, la rédaction, c'est des formats longs. Et j'accorde toujours de l'importance aux formats Mhm. longs. Je trouve que ce qui est dommage avec, pareil, les réseaux sociaux et le digital, et alors, la TikTok, les réels, c'est qu'on est toujours plus dans du snack content. Il faut que ce soit toujours plus court, toujours plus catchy, toujours plus 3 secondes, toujours plus. Mais il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas se résumer à Ah 3 non, c'est secondes. sûr. Ouais. Il y a juste une photo. Le podcast et les podcasts que tu fais sur ta chaîne en sont un très bon exemple. Si on veut aller plus loin, si on veut aller un peu plus en profondeur dans certains sujets, il faut y passer des minutes et des minutes. Si on veut acquérir de la connaissance sur d'autres sujets, il faut lire des livres, il faut lire des articles. Mhm. Et c'est pour ça j'apporte une importance à notre journal qu'on a depuis 2016 aussi maintenant, donc depuis 6 ans. Et tu vois, j'ai eu des gens qui sont entrés des fois chez American Vintage à des postes stratégiques et qui disent ah mais pourquoi vous faites ça? Pensez que ça sert encore. Moi, je défends ce format-là. On a Ouais, tu fais bien. aujourd'hui Ouais. 2-3 000 visiteurs uniques par mois sur ce blog de marque. Et j'en suis très satisfait. C'est du contenu de qualité. C'est un temps moyen de lecture à 2 minutes, ce qui est pas mal pour un blog de marque et que je continuerai à promouvoir Ouais, ouais. dans notre stratégie de communication. Non, mais tu fais bien parce que le temps long, c'est pour ça que j'ai créé ce podcast, c'est parce que j'essaie de faire marcher, de faire discuter ensemble les marques et les influenceurs par mon intermédiaire, parce qu'il faut éduquer sur ce marché-là et il faut du temps. Et c'est pas en faisant une infographie ou un post LinkedIn qu'on va réussir à prendre le temps d'expliquer les choses. Et en même temps, sur la partie blog, je te rejoins à fond parce que j'ai commencé mon blog moi, en 2005 et donc je vois à peu près le sujet. Et en termes de référencement aussi pour vous, c'est utile, Tout à c'est fait. vachement important. Et puis, vous apportez un conseil aussi à vos clients ou à vos prospects qui vont venir vous découvrir aussi à travers un édito et pas forcément en première occasion par un produit. Quoi. Ça, c'est important. Ouais. Complètement. Et qui nous permet aussi d'implanter la marque dans un lifestyle. Aujourd'hui, Tout à fait, American ouais. Vintage, oui, c'est une marque de mode, oui, on vend un produit de mode. Mais on n'est pas que ça, on n'est pas que des vendeurs de t-shirts, c'est notre métier premier, certes, mais on est Vous avez une positionné philosophie, dans ouais. un... C'est ça, Ouais, ouais. on a des valeurs, on a une philosophie, on a de l'appétence, je parlais tout à l'heure de notre partenariat avec la Villa Noailles et le monde de la culture, Mm. et on se rend compte aussi, pour faire quand même un lien au business, que pendant trop de temps, les différentes sociétés, Mm. compagnies, milieux ont bossé en silo. La mode bossait avec la mode, la gastronomie bossait avec la gastronomie, la musique Oui, avec la musique. Mais en fait, ton client final, généralement, ton client final qui aime bien s'habiller va aussi aimer aller se faire un bon resto, va aussi aimer aller voir un match de foot, bah oui, il va n'est pas aussi aimer écouter une monomaniaque. musique. Exactement. Et il faut faire des passerelles entre tous ces univers-là. Il faut faire des passerelles entre la mode et la gastronomie. Il faut faire des Mhm. passerelles entre la mode et la Bah, c'est un culture, art de etc. vivre. En Ça fait, se voit c'est de, un art voilà, de vivre, en fait. exactement. Et donc, tu C'est un t'habilles, tu lifestyle, c'est un consommes, art tu de vivre. visites, tu cultives. C'est un tout, je suis d'accord avec toi. Il faut prendre le client dans l'intégralité et pas juste comme une cible média pour y revenir. Ou comme Complètement. un... Bon, et ça, c'est quelque chose qui a été plutôt bien acquis hein, par les marques. On voit Oui, énormément oui, oui. maintenant de Ah bah, il n'y a que rapprochements ça maintenant. entre la Mhm. musique et la mode, par exemple, ou entre la gastronomie et la mode. Ah ouais, ça c'est bien C'est assez intégré. Ouais. fou. Et C'est aujourd'hui, bien on intégré. a parlé d'influenceurs, mais alors, je te pose la question, mais on peut aller vite là-dessus, mais est-ce que tu travailles des influenceurs de type télé-réalité ou des gens qui ont une puissance quand même télévisuelle importante? Alors, non, idem. Pareil, je veux pas faire de généralisation parce qu'on sait que le sujet des influenceurs de télé-réalité euh, ces derniers mois, c'est un peu un sujet de société À part entière, ouais. Ils ont leur mission maintenant. à part entière, exactement. Et je veux pas du tout rentrer Mhm. dans... Non, ils ont tous une image catastrophique. Il y a idem des candidats télé-réalité qui aujourd'hui, je pense à Caroline Receveur par exemple, Oui, qui s'en est qui bien a réussi sorti, à ouais. proposer aujourd'hui voilà du contenu de qualité. Son compagnon aussi. Donc voilà, tous les influenceurs de télé-réalité n'ont pas une mauvaise image. En revanche, je pense qu'une majorité d'eux en fait ont une vision de l'influence j'aurais pas, j'ai plus son nom en tête, mais j'en ai entendu un parler récemment, il se voyait comme une boutique en ligne et il disait, bah moi mon Instagram enfin mon Instagram c'est une boutique en ligne et toi qui que tu sois, tu peux venir acheter un espace dans ma boutique en ligne pour mettre en avant ton produit. Donc il n'y a plus aucune volonté de Sympa. mettre en avant un univers, d'être influent sur un domaine, de donner des conseils sur quelque chose.
et c'est là, moi, où ça va me déranger, parce qu'en fait, ça veut dire que aujourd'hui, ça peut être des compléments alimentaires, demain, ça peut être des pilules pour les cheveux, après-demain, ça peut être... Et là, on s'y perd, et là, ça devient un peu un petit peu du tout et du Ouais, n'importe donc là, quoi. c'est affiché. Et c'est... Voilà. Et moi, et un peu trop, en fait, d'influenceurs issus du milieu de la télé-réalité se comportent comme ça via leur Instagram. Souvent, du coup, les marques qui acceptent d'être mises en avant de cette manière-là sont pas des marques les plus qualitatives. Il y a quand même eu pas mal de scandales avec des marques issues de Ouais, dropshipping, bien sûr. des produits qui étaient achetés en Asie, où il y avait des marges assez énormes. Donc en fait, le tout a rendu un petit peu l'univers de l'influence issue de la télé-réalité une mauvaise image. Et ce qui est dommage, c'est que du coup, pour pas mal aussi de gens maintenant qui connaissent pas ce milieu-là, l'influence, moi par exemple, je vais dire mes parents, bah, eux, quand je leur ai dit que moi je fais de l'influence, bah, pour eux, la seule vision qu'ils ont de Ouais, l'influence, c'est ce qu'ils c'est voient à la télé. ah bah c'est la Bah oui. télé-réalité, exactement, parce qu'ils ont pas Instagram, mes parents, ils sont pas forcément au fait de tout ça, mais la télé est un média de grande écoute et qui a Bah quand oui, même ils en entendent encore parler, quoi. Forcément, et pas voilà, en ils bien, en quoi. entendent parler, et donc du coup ils se disent ah mais du coup c'est ça ce que tu fais. Non, c'est pas exactement. Ouais. Donc ce qui est un peu dommage au-delà de ça, c'est que ça a un peu écorné l'image de ce qu'était l'influence, et aujourd'hui les influenceurs c'est pas que Ah non, ça, non. et même pas du tout, c'est pas du tout le centre de ça. Après, alors j'ai jamais fait de collab numérique avec un influenceur directement issu de la réalité, mais il y a des gens avec qui on a fait des seedings qui sont des personnalités qui ont eu un passage dans un télécrochet type The Voice, type koh Oui, oui. etc. Parce que pareil, la télé-réalité, c'est limite devenu un gros mot par rapport à par rapport à une Ouais, typologie tout à d'émission de fait, ouais. télé-réalité. Mais la télé-réalité, koh était une télé-réalité, et le format était divertissant Ouais. certes, mais qualitatif, et les personnalités, ou un Pékin Express, tu vois. Enfin, Après, moi, je ferais une ça reste du différence quand même, tu divertissement vois, entre des koh-lanta, des The Voice, qui sont des émissions de divertissement, et des télé-réalités ou des séries télé qui ont été pensées avec que des influenceurs dedans, type les Marseillais et compagnie, où là, on est clairement sur des gens qui montent en télé pour faire des followers et qui ensuite vont les Ouais, vendre sur Instagram, quoi. Donc complètement. là, c'est vraiment des Mais produits marketing que je trouve à la limite du raisonnable. du raisonnable. Mais même au sein même, je pense, de la télé-réalité, ce phénomène-là a évolué parce que je pense que même les premiers participants à des émissions du type Marseillais ne venaient pas du tout là pour avoir un compte Instagram. Quand je pense que maintenant, la volonté première d'aller faire ce type de réalité-là, c'est pour avoir un compte Instagram et pouvoir faire des Ouais, placements de mais je crois produits. même que c'est dans les Même, contrats, hein. Je pense même oui, que dans les contrats donc qu'ils maintenant, signent, ils sont au gérés sein même après pour leur placement, au quoi. sein même de la télé-réalité, je pense que ça a aussi évolué, bousculé les choses. Donc, Bon, ça voilà. évolue. En tout Après, cas, c'est. ça a Ouais, évolué, ouais. mais voilà, moi, non, du coup, c'est pas un domaine auquel on s'affilie. Alors, pourtant, on a eu, voilà, des propositions, des Ouais, contacts, j'imagine bien, ouais. etc. Mais, euh, mais non, Bon, au c'est cas pas par cas. aujourd'hui dans notre stratégie. Et plus globalement, alors, parce que quand tu as parlé de télé-réalité, tu as aussi parlé de volume, c'est souvent des grosses audiences. Moi, je suis pas le plus grand Mhm. aficionados pour American Vintage d'influenceurs à grosse audience. Ça m'arrive de travailler avec des influenceurs à très grosse audience Mhm. pour plusieurs raisons. Tout simplement parce que oui, le marketing d'influence est devenu stratégique pour American Vintage, mais on reste une marque à taille humaine, on reste une marque familiale, donc les budgets n'ont pas non plus quintuplé, tu vois, les 3 dernières années. Et souvent, les grosses communautés, les grosses influences te coûtent bien évidemment un peu plus cher. Et de deux, c'est parce que je me rends compte que, en tout cas, dans les différents tests qu'on a pu faire, la micro slash macro, les mots un petit peu qu'on aime bien utiliser maintenant. Mhm. Alors micro, macro, on va dire, c'est des influenceurs à taille moyenne, pas forcément d'énormes communautés de followers. On a souvent des résultats très probants et des retours sur investissement très bons. Quand le très gros influenceur va plus être un partenariat de visibilité et d'image D'image, ouais. désormais, et moins de vente. Et ça n'empêche pas, j'en ai fait un ce week-end, en même temps que Matt Forger, je parlais de Mathieu Mhm. Forger tout à l'heure. Mhm. On a fait une collaboration avec deux couples, donc Mathieu Forger et Victoria, sa compagne, Mhm. et Rocky Barnes, une américaine, et Matt Cooper. Enfin, il y avait deux Matt, du coup. Et Rocky Barnes, je crois que c'est 3 millions sur Insta, donc c'est vraiment une grosse commu. Et j'ai d'ailleurs eu beaucoup dans mon entourage de messages, ah, vous avez travaillé avec elle, c'est super, etc. Mhm. Voilà, donc le côté image fonctionne.
C'est pas forcément la collaboration qui m'aurait fait faire le plus de Ouais, transfo. c'est sûr. Mais c'est pas pour ça que je l'ai utilisé. Je l'ai utilisé pour faire un portrait. On a fait justement un portrait question-réponse aussi dans le journal. On l'a partagé en newsletter et on a partagé les coups de cœur de Rocky. Donc, vu que quand on arrive à un certain niveau de communauté et d'influence, on est entre l'influenceur et on devient un petit peu VIP, on devient un petit peu star. Bah on a ce côté un petit peu l'influenceuse qui a donné ses conseils mode. Ok, ça donne une certaine légitimité. Bien sûr. Génial, écoute, on va arriver vers la fin de cet entretien. J'ai un nouveau module qui s'appelle les questions association d'idées. Donc je te propose quelques mots et tu me réponds du tac au tac, ce qui te vient à l'esprit. Il n'y a pas de jugement là-dessus, c'est juste pour essayer d'ajouter une nouvelle rubrique au podcast. Donc si je te dis Dubaï, La télé-réalité du coup. alors on vient d'en parler. RP, C'était facile. RP. Ah, tu réfléchis. Old school. Pardon, j'ai réfléchi. Old school, pardon. Old school, carrément. Très bien. Influenceur. Stratégique. Très bien. Sud. Pétanque. Et pas l'autre. Ça tombe bien, je viens du Sud. Et mode. Liberté. Super. Benjamin, pour conclure aussi, est-ce que tu as des prochains projets, des prochaines collabs en cours que tu peux nous dévoiler dans le podcast? Bien évidemment. Pour mon prochain projet personnel, c'est de bientôt être papa. Ah. Mais je crois que c'était pas vraiment la question. Mais c'est un beau projet non, aussi. C'est ton projet. Non, mais trêve de plaisanterie. L'essentiel là des projets American Vintage, c'est des développements de marchés comme les États-Unis et l'Asie. Donc via un développement de marché, on va avoir besoin vraiment de l'influence pour s'implanter, pour se développer en notoriété, pour gagner aussi sur nos réseaux sociaux des followers de ces régions-là, pour faire connaître la marque. C'est des enjeux et des projets assez importants. Par exemple, l'Asie, culturellement, c'est quand même assez différent de l'influence en Europe. Sûr. Même les réseaux sociaux existants là-bas sont différents. Il y en a certains qui fonctionnent à Instagram, ça fonctionne à Hong Kong. Mais par exemple, sur des marchés chinois, c'est différent. C'est des réseaux sociaux locaux comme Weibo, comme WeChat, comme Red. Et les États-Unis, on a ouvert une boutique il y a un peu moins d'un an maintenant, mais on va développer le digital, on va développer notre site web maintenant aux États-Unis, on va ouvrir très vraisemblablement d'autres boutiques. Donc ça va être deux gros projets issus d'un développement de marché, et c'est un peu une nouveauté pour moi parce que j'ai toujours eu l'habitude de travailler sur des marchés qui étaient existants en quelque sorte pour la marque. Alors j'ai participé à l'implantation au Royaume-Uni, en Allemagne. Et là, les États-Unis, l'Asie, c'est quand même une autre dimension. Les États-Unis, c'est là où est née l'influence, c'est là où est né quand même le digital, l'entertainment. Et l'Asie, avec ses enjeux culturels qui sont c'est une autre manière de bosser. Donc c'est une autre expérience et d'autres compétences. Donc voilà, c'est deux gros projets. Campagne spécifique, là, en tout cas, non pas vraiment dont je puisse parler. Voilà. Bon, bah super. Du coup, c'est des gros projets. En tout cas, ça veut dire que ça se développe et c'est plutôt excitant, je trouve. On est assez contents. C'est génial. Surtout après le Covid. Ah bah, tu m'étonnes. C'est une renaissance pour le coup. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à un jeune qui veut débuter pour être responsable RP ou influence, quelqu'un qui débute? Un conseil, on a parlé tout à l'heure d'expérience, de travailler, de métier. Même si on est dans des métiers qui peuvent paraître fun, qui peuvent paraître sympas, de toujours avoir la curiosité, de toujours aller s'informer, de toujours essayer de se mettre au goût du jour. Ça va très très vite, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et voilà, il faut essayer d'acquérir de la connaissance et de l'expérience en continu. L'avantage aujourd'hui aussi d'Internet, c'est qu'on a accès à beaucoup de données, à beaucoup de data gratuites, souvent. Donc voilà, il faut pas hésiter, il faut pas se reposer sur ses lauriers, il faut pas se dire qu'on est copain copine avec 10 influenceuses cool de Paris et que ça va suffire pour monter une stratégie pérenne. Voilà, il faut être en alerte et constante et surtout être très curieux dans l'univers, je pense, du digital au global. Et du coup, je me permettrai un deuxième conseil, c'est de rester, voilà, de garder aussi une dose d'humain, de pas rester derrière son téléphone, son écran. Il faut aller à la rencontre, il faut aller parler avec les influenceurs, avec nos ambassadeurs, avec d'autres RP aussi dans d'autres sociétés pour aller acquérir de l'expérience. Donc
faut vraiment aussi garder l'humain au centre de tout ça. Génial. Dernière question, est-ce que tu emmènes... Alors, admettons, tu vas sur une île déserte, en famille, pour le coup. Qu'est-ce que tu auras un livre de chevet à emporter avec toi? Les fleurs du mal de Baudelaire, qui est un de mes livres préférés. Et une dernière question pour conclure. Est-ce que tu aurais une personne à me recommander à podcaster qui soit intéressante pour nos auditeurs? Vu qu'à chaque fois j'ai fait 2 au lieu de 1, je vais t'en donner 2 aussi du coup. Danilo Duchesne, qui a un podcast qui s'appelle Rendez-vous Marketing, très intéressant. Alors c'est plus autour du média, du Facebook Ads, du social media ads en règle générale, mais qui est dans mon scope aussi et qui est un sujet très intéressant, donc un peu plus technique, vraiment média. Et aller pour le côté mode, entreprendre dans la mode de Adrien Garcia, qui va à la rencontre de chefs d'entreprise, de créatrices, de créateurs, et qui donne aussi toujours pas mal de connaissances et d'infos hyper pertinentes sur d'autres marques de mode. Génial. Écoute, merci beaucoup Benjamin de te prêter à l'exercice. Je précise qu'on était à distance pour des raisons de Covid. Donc au plaisir en tout cas de se voir physiquement à Paris ou à Marseille, dans le sud. Surtout après avoir autant parlé d'humain. Je pense que franchement on est le pire exemple. C'est ça, c'est le cordonnier. Exactement, bon on va organiser ça. Merci à toi, à très vite. Avec plaisir, merci beaucoup, au revoir. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager avec vos proches, votre réseau, laisser un commentaire et mettre une note sur les plateformes d'écoute. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn en tapant Cyril Athias ou m'envoyer un message sur podcast@marketinginfluence.fr. À bientôt.